Et bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle session de questions-réponses. C'est la 4e session déjà quand même. On va voir justement plein de questions par rapport à tout ce qui gravite autour de la crypto, que ce soit des questions de fiscalité, de trading, de prise de profit, de sécurité, d'impôts. Bref, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Il y a pas mal de questions, des questions très intéressantes pour tous les niveaux, que ce soit débutants ou traders expérimentés. Allez, on s'installe confortablement et on démarre. Mais je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors on démarre avec la toute première question. Dewey le Douillet. Alors, bonjour Lexa, étant un peu perdu avec la multitude de types d'ordres qu'il existe sur les plateformes, voici une question concernant les ordres spot. Existe-t-il un type d'ordre permettant un achat automatique au prix le plus avantagé malgré un prix limite fixé dès lors que la crypto se met à évoluer en sens inverse? Alors, je ne vais pas lire le reste parce que c'est un peu long, mais en gros, il veut savoir si effectivement il y a quelque chose qui permet d'avoir une prise de position au meilleur niveau. Non, ça, clairement, ça n'existe pas. Le meilleur, ce qui se rapproche le plus de ce que tu veux, effectivement, c'est de placer un ordre limite. C'est-à-dire que quand on fait un investissement, soit on achète au market, c'est-à-dire qu'on achète tout de suite au prix du marché, et donc dans ce cas-là, on est en position instantanément, soit on achète en prenant une prise de position avec un ordre limite, et là, dans ce cas-là, c'est à nous de fixer le niveau sur lequel on veut effectivement investir. C'est-à-dire que là, prenons un exemple bidon, je sais pas, voilà, j'ai la crypto NKR sous les yeux. Eh bien, imaginons, on souhaite prendre une position ici sur la zone des 0,03036. Eh bien, je vais placer un ordre limite. Mais il n'y a pas un ordre qui va dire, non, si ça chute encore un petit peu plus, moi je vais prendre là. Non, non, quoi qu'il arrive, c'est un ordre limite. C'est à nous de setter le niveau clé sur lequel on veut que notre position soit déclenchée. Alors, question suivante. Bonjour Lexa, connais-tu une plateforme qui permette d'avoir une carte de paiement Visa ou Mastercard afin de payer en crypto ou bien par smartphone? Si oui, laquelle est la mieux selon toi? Pourrais-tu faire un tuto comment connecter MetaMask à une plateforme telle que BitGet? Alors, il y a déjà des plateformes effectivement qui proposent le fait d'avoir une carte. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est le suivant, c'est qu'en Europe, en fait, maintenant, ça devient interdit. C'est-à-dire qu'en fait, là, si les plateformes veulent se réglementer auprès de la nouvelle réforme MiCA, donc là, vous le savez, il y a toute une réglementation qui prend place petit à petit. Ça fait déjà quasiment déjà un an qu'on en entend parler de MiCA, et ça va continuer jusqu'à la mise en place complète de tout ça. Et donc, bien évidemment, tout ce qui est les cartes, c'est plus possible avec MiCA. Par exemple, Binance proposait effectivement sa carte, et bien, à cause de MiCA, malheureusement, elle n'est plus utilisable. Et donc, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas plus mal parce que là, vous le savez, maintenant, avec tout ce qui est la fiscalité, il faut déclarer toutes ces transactions. Donc, si on fait des transactions par carte, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc, bon, en tout cas, si on est en Europe, effectivement, voilà, il faut se dire que ça, pour le moment, c'est pas possible. Enfin, ce sera plus possible de le faire avec les plateformes. Sauf si les plateformes ne veulent pas suivre la règle MiCA. Mais bon, le problème, c'est que si elles ne veulent pas suivre MiCA, au bout d'un moment, elles risquent d'être fermées ou bannies. Ou blacklisté, donc on verra bien ce qui va se passer par la suite, mais pour l'instant je pense que ces histoires de cartes c'est peut-être un petit peu trop tôt, et moi je pense que le précurseur, encore une fois ce sera Binance. Binance avait une carte, ils ont dû la retirer. Le jour où Binance relancera une carte, ça voudra dire qu'effectivement ça y est, le fait de payer avec des cartes crypto, c'est bon, ça redevient possible et c'est validé auprès de MiCA, donc c'est pas pour tout de suite, il faudra bien évidemment surveiller ça. J'en profite au passage d'ailleurs, pour tous ceux qui sont en USDT, vous le savez, il y a MiCA, justement, cette réglementation qui impose que l'USDT soit délisté. Donc il va falloir surveiller ça de très près parce que là, les prochains jours, c'est jusqu'au 31 décembre, mais jusqu'au 31 décembre, on risque d'avoir des news des plateformes pour voir effectivement comment ça va se passer. Est-ce qu'elles vont tout convertir par défaut en USDC? Et là, dans ce cas-là, on n'a rien à faire. En tout cas, pour le coup, on va surveiller ça de très près. Allez, on continue. Jacouille, salut Lexa, faut-il vraiment déclarer toutes les plateformes aux impôts, même quand on n'a rien dessus, car il y a 2 plateformes sur lesquelles je voulais tester, mais j'ai rien mis dessus. Alors Jacouille, effectivement, il faut savoir que tu dois déclarer tout. En fait, c'est pas la somme d'argent que tu dois déclarer, c'est le compte. Donc du coup, si tu as une plateforme, j'en sais rien, imagine tu as, un Binance ou un Bitpanda, dessus tu as 0, juste parce que tu as voulu tester, eh bien, sache que ça, il faut le déclarer. Il faut le déclarer parce que c'est un compte crypto. Donc c'est un compte sur une plateforme d'échange. Et donc ça, si on ne le déclare pas, on est à risque. Alors, il me semble que d'un point de vue fiscalité,
tout ce qui est les plateformes PSAN, c'est-à-dire Binance, Bitpanda, ces plateformes-là, normalement, de ce que j'ai lu, encore une fois, je ne suis pas un expert fiscal, donc allez vous renseigner sur Internet, mais moi, de ce que j'ai lu, c'est que les plateformes telles que Binance ou Bitpanda, celles-ci, vu qu'elles sont PSAN, on n'a pas besoin de les déclarer parce que l'administration fiscale est déjà en fait en lien avec ces plateformes. C'est ça l'avantage en fait d'être sur Binance. En fait, elle est directement connectée. Donc normalement, ceux qui ont un compte Binance n'ont pas besoin. Mais encore une fois, à prendre avec des pincettes parce que voilà, c'est des articles qui sont passés. C'est quand même assez flou. On va pas se mentir, toute cette fiscalité autour de la crypto. Mais il me semblait avoir vu ça et je suis persuadé que c'est le cas, donc n'hésitez pas d'aller vous renseigner. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de cette vidéo si effectivement vous avez eu des infos, c'est quand même très intéressant. Je rappelle au passage d'ailleurs que si vous aussi vous voulez créer votre compte sur Binance, n'hésitez pas, vous avez mon lien de parrainage en description de cette vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. Donc le lien est en description de vidéo. Donc du coup, Jaco, voilà, effectivement, il faut quand même déclarer si par exemple tu as mis de l'argent sur une autre plateforme qui n'est pas PSAN en plus de ça. Quoi qu'il arrive, le mieux, moi, c'est de déclarer. Moi, perso, j'ai Binance, je déclare. Mais le mieux, c'est quand même de tout déclarer. Au moins, comme ça, tu es tranquille et vaut mieux déclarer limite plus que pas assez. Sniper des taxes, France championne du monde. J'adore ce pseudo, j'adore. Alors, n'ayant jamais tenu de compte de mes entrées crypto ni de transactions, est-il judicieux de faire appel à un avocat fiscaliste pour toute transparence, sachant que Waltio ne reprend pas tout l'historique? Alors effectivement, tu as raison. Waltio, il remonte jusqu'à une certaine date, mais si toi, ça fait par exemple plus de 3 ans, tu risques de galérer pour tes positions d'avant. Donc là, effectivement, il risque d'y avoir un souci. Le problème, c'est que si tu passes par un avocat fiscaliste, tu risques de payer vraiment très très cher. Surtout si tu as beaucoup de transactions, l'avocat fiscaliste, il va te demander de payer en fonction de l'heure de travail. Et donc du coup, s'il y a beaucoup de transactions, il va s'arracher les cheveux, ça fera beaucoup d'heures de travail. Donc je te laisse imaginer le montant que tu vas devoir lui payer. Donc le mieux peut-être, ce serait de faire toi-même en fait un export de tes positions. Et puis si tu en as pas trop et que c'est gérable à la mano, effectivement, c'est peut-être bien de déclarer effectivement ou du moins de noter tes dates d'entrée et les niveaux clés sur lesquels tu avais pris ta position. Parce que le jour où tu vas devoir prendre des profits, soit la plateforme d'échange, elle est capable de se souvenir effectivement de la date d'achat, si ça avait été un achat sur cette plateforme. Mais si par exemple c'est un achat sur un wallet MetaMask par exemple, et que tu transfères ça sur Binance, Binance lui ne connaît pas ta réelle date d'achat. Donc c'est là où c'est un peu compliqué. Donc le mieux c'est de noter effectivement la date d'achat avec le niveau clé sur lequel on a acheté, se faire un petit fichier Excel et avec ça on est tranquille. Donc là du coup, je pense que toi dans ton cas de figure c'est bien de faire ce type de choses-là en mélangeant des sources comme Waltio par exemple ou bien en faisant des exports de ta plateforme pour voir si elle est capable de t'afficher ça. Mais sinon ouais le mieux, toi t'as pas le choix hein. Dans tous les cas, le jour où tu voudras déclarer tes plus-values, il faudra que tu fasses la comparaison par rapport à ton niveau d'entrée. Donc, ça risque d'être un petit peu compliqué si tu ne le connais pas. The Best Pascal. Salut, mon grand analyste du monde. J'ai récemment perdu mon argent par manque de connaissances sur le mémo ou tag. J'avais déplacé la crypto Luna classique vers KuCoin. Malheureusement, à la place du mémo, j'avais mis n'importe quoi. Et jusqu'à présent, j'ai pas encore réussi à recevoir la crypto. J'ai contacté le service client. Il m'a dit que c'est pas possible de récupérer mes pièces. Et oui. Il faut savoir que quand on fait des retraits, donc c'est-à-dire quand on veut s'envoyer de la crypto vers un autre compte, il faut être extrêmement prudent. Moi personnellement, quand je fais ça, même si c'est des sommes de 10 euros, 20 euros ou 30 euros, je m'en fous. Je surveille tout le temps. Déjà, il faut toujours regarder que l'adresse sur laquelle on envoie, c'est bien notre adresse, celle sur laquelle on s'attend à recevoir notre argent. Et quand la plateforme vous note et vous donne un mémo, ou un identifiant ou quelque chose, il faut bien sûr le garder parce que ça veut dire que si la plateforme sur laquelle vous voulez recevoir votre argent, elle vous donne un mémo, il faut que vous l'inscrivez sur la plateforme sur laquelle vous allez envoyer votre argent. Comme ça permet d'avoir le lien. Et il faut savoir que quand on fait des retraits, des fois, il y a aussi des personnes qui se trompent au niveau de la blockchain. C'est-à-dire que, par exemple, pour transférer de l'Ethereum, par exemple, on peut utiliser soit le réseau Ethereum, on peut utiliser soit le réseau Arbitrum, soit du Tron, soit du BSC. Enfin bref, plein de blockchains différentes, plein de réseaux différents. Et il faut savoir que si on a une adresse Ethereum sur Arbitrum, et qu'on envoie avec un autre réseau, c'est pareil, l'argent n'arrivera pas. Donc il faut vraiment être extrêmement prudent quand on fait
une transaction de retrait. Il faut toujours être extrêmement concentré. Et là, malheureusement, effectivement, tu pourras rien faire pour ton argent. Je pense vraiment qu'il est perdu. Et quand c'est le cas, la plateforme ne peut rien faire pour toi. Alors, des fois, si c'est sur Binance, peut-être qu'ils peuvent faire quelque chose. Mais sur des plateformes un peu moins connues, ça risque d'être compliqué quand même. Nickel Chrome. Bonjour, j'ai 3 questions. Waouh, il y a du lourd. Bonjour, faites-vous des analyses techniques en USD et non en euros? Enfin, alors, première question, déjà, je vais y répondre. Alors oui, en USD et non en euros. Pourquoi? Parce que l'euro, c'est que pour l'Europe. L'USD, c'est pour le monde entier. Et l'Europe, comparé au secteur financier, l'Europe, c'est que dalle. Hein. C'est pas parce que nous, on est en Europe que on pense que effectivement, c'est l'euro, c'est la vie. Non, non. Quand on parle de plateforme, enfin d'actifs financiers, on parle en USD. Pourquoi? Parce que c'est le dollar aujourd'hui qui est la monnaie la plus puissante. Donc on parle toujours en USD. Voilà pourquoi moi, toutes mes analyses, elles sont pas du tout en euros. Avec une stratégie de sortie de marché en DCA en 3 ou 4 fois, à partir de quel montant est-il judicieux de sortir de ce cycle? Alors, je vais donner un exemple tout bête, mais ça déjà, c'est à chacun de se faire sa stratégie. C'est-à-dire que là, par exemple, eh bien, imaginons qu'on remonte le temps, voilà, tac, je reprends mon exemple avec ma crypto ANKR, et on voit que sur le précédent bull run, en fait, on a cette crypto qui a été tapée quand même la zone des 21 centimes. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Imaginons qu'on a pris une position ici. Donc, on a imaginé une position à 0,018 centimes. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, on a pris une position bas et derrière, quand le cycle a continué, on a eu des profits, on a eu beaucoup de profits. Et donc, effectivement, déjà, le fait de faire une stratégie en DCA inversé, c'est déjà une bonne chose. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le DCA inversé, eh bien, en fait, c'est-à-dire qu'on fait une prise de profit par palier. On va prendre par exemple des profits ici, on va prendre des profits ici, on va prendre des profits ici, des profits ici. Donc voilà, c'est l'inverse du DCA dans lequel justement c'est le contraire. Là, cette fois-ci, on investit par palier, on investit ici, on investit ici, on investit ici. Donc là, quand on fait du retrait, du DCA inversé, eh bien effectivement, ça c'est à vous de vous fixer vos targets. C'est-à-dire qu'en fonction de votre gourmandise, vous allez vous dire, moi je veux prendre mes profits la première fois à 0,6, donc quand on aura déjà fait un plus de 100%, la prochaine fois quand on aura fait un plus 300%, ça c'est à chacun en fonction de sa gourmandise et en fonction de ses objectifs de vous tracer justement ses objectifs. Ce qui est sûr, c'est que chaque prise de position doit être associée à une stratégie justement de sortie, quoi qu'il arrive, mais ça c'est à vous de la définir. Par exemple, moi ce que j'aime bien faire, eh bien en fait c'est de faire tous les 25%, je prends une petite partie de profit. Ça, c'est ma stratégie à moi. À chaque fois qu'on fait un plus 25%, je sais que j'ai un ordre de retrait. Ça me sort, je sais pas, ça me sort peut-être 10%, 20% de ma position. C'est pas grave. Mais au moins, effectivement, en faisant ça, ça permet d'assurer des profits. Après, c'est à chacun, en fonction de sa gourmandise, de mettre des niveaux de palier plus ou moins importants. Donc, mais effectivement, en tout cas, c'est une bonne chose d'avoir mis en place un DCA inversé. Faut-il garder une petite réserve, par exemple 0,15 Bitcoin en fond de portefeuille ou bien tout vendre et tout racheter en bear market? Alors effectivement, c'est toujours bien de garder toujours une petite somme. Pourquoi? Parce qu'en fait, si jamais, surtout moi quand je dis de garder, c'est de garder en stablecoin. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais le cours se met à chuter et qu'on a envie de réinvestir, le fait d'avoir gardé un petit peu en stablecoin, ça permet de racheter les dips. Maintenant, si on prend l'exemple du Bitcoin, imaginons qu'on a eu le bull run, on prend tous nos profits en fin de bull run. Effectivement, la question c'est est-ce qu'on prend tout ou est-ce qu'on laisse un petit peu sur du Bitcoin, par exemple? Moi, personnellement, je prendrais une grande partie des profits, mais je laisserai toujours un tout petit peu sur le Bitcoin. Alors, je ne laisserai pas 100% de ma position, mais je laisserai peut-être, je sais pas, moi, 15, 20%, peut-être 25% sur le Bitcoin. Mais derrière, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on a des profits, il faut les prendre. Allez, on continue. On continue avec Fabien du 10. Salut Xamon Crypto, bonjour. Je suis sur la plateforme Bitpanda et je souhaiterais savoir si je venais à payer avec la carte bancaire associée à cette plateforme, est-ce que je serais obligé de déclarer les sommes au niveau imposition? Bien sûr. Bien sûr. Pourquoi? Parce que en fait, quand tu vas payer avec ta carte crypto, tu vas faire une transaction. Pour toi, c'est transparent. Tu as l'impression que tu vas acheter ta baguette avec ta carte crypto, c'est transparent. Mais en fait, derrière, c'est deux opérations. C'est une opération, non, c'est une opération, pardon. C'est une opération justement tu fais un retrait en fait. Tu fais un retrait de ta plateforme vers la plateforme, vers le wallet du destinataire. Donc effectivement, c'est ce qu'on appelle une transaction. Et qui dit transaction dit fiscalité. Donc transaction, ça veut dire qu'on va devoir calculer à quel moment
tu as fait ta transaction, quel était le prix du token à ce moment-là avec lequel tu as payé, et quel a été ton prix justement d'achat de ce token pour voir si tu as eu une plus-value ou pas. Voilà, bien évidemment, il va falloir calculer tout ça. Maintenant, la partie qui est encore un peu floue d'un point de vue juridique, effectivement, ça va être la partie des PSAN. Normalement, les plateformes qui sont PSAN, comme Binance par exemple, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas censé être obligé de déclarer tout ça parce que Binance doit le faire normalement. Maintenant, c'est flou parce que le statut PSAN, il n'est pas encore hyper clair. C'est-à-dire que ils disent, d'un point de vue réglementation, ils disent que les plateformes sont censées le faire, mais ils n'ont pas donné toutes les directives aux plateformes pour qu'elles puissent le faire. Donc du coup, ça reste encore un petit peu compliqué. Le mieux, c'est de toujours noter dans un fichier Excel, comme je disais tout à l'heure, toutes les transactions. Allez, on continue, mais avant de continuer, je rappelle à tout le monde que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news, toutes mes actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitter, le lien est en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas aussi, si vous le souhaitez, de rejoindre le club LexaRocket. Ça vous permet d'avoir encore plus d'analyses techniques concernant des crypto-monnaies et d'avoir aussi de potentielles crypto-pépites. Dedans, on voit bien évidemment le CKB, le Hondo, le Clore, le Jasmy, le Fetch, le Render, bref, toutes vos cryptos sont analysées régulièrement dans le club LexaRocket. Vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. On continue avec Lexan Fan Club. Salut Lexa, je voulais juste savoir comment tu as appris le trading. Quels conseils tu donnerais à un débutant pour se former? Faut-il faire des études de trader, se former en autodidacte avec des vidéos YouTube, des livres et tout ce qu'il faut? Alors effectivement, moi en tout cas, c'est comme ça que j'ai appris de façon autodidacte, avec bien évidemment des livres, avec bien évidemment plein de vidéos, plein de sites internet, mais ça a été surtout principalement des livres. J'en ai bouffé des livres en long, en large et en travers. Et puis après, effectivement, sur internet, c'est bien parce que il y a aussi plein de sites internet qui sont très intéressants. J'ai moi-même d'ailleurs sur mon site internet lexamoncrypto.fr toutes mes vidéos formations qui sont toutes gratuites en libre accès. Donc si tu n'as pas encore vu ces vidéos, déjà je te conseille dans un premier temps d'aller regarder ces vidéos. Elles sont toutes gratuites sur mon site internet lexamoncrypto.fr. Il y a une section qui s'appelle la Lex Academy. Et donc là-dedans, effectivement, tu vas trouver toutes les vidéos formations classées par thème. Donc c'est très intéressant, c'est déjà un très bon point de départ. Ça te permet d'avoir effectivement toutes les bases. Et puis après, si tu veux investir sur des livres, effectivement, c'est très très bien pour continuer de se former. Sur mon Discord que vous allez trouver en description de cette vidéo, j'ai une section justement dans laquelle moi j'ai mis des livres que je connais. Donc effectivement, voilà, si ça t'intéresse, tu peux toujours aller trouver tout ça. Philzam, deux questions. Quand sortir et comment ensuite survivre en bear market? Merci beaucoup pour cette chaîne qui m'est très vite devenue indispensable. Alors ça, c'est une question justement à $1 milliard. Quand sortir et comment survivre en bear market? Quand sortir, c'est facile. C'est facile. Quand sortir, on sort quand on a des profits. Maintenant, c'est à toi de déterminer en fonction de ton niveau de gourmandise, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, mais c'est à toi de déterminer quand est-ce que tu veux sortir. C'est la pire partie. Sortir alors qu'on est en profit, il n'y a rien de plus compliqué. Parce que justement, on pense que ça va continuer de monter. Mais c'est justement ça la plus grosse erreur. Là, justement, j'en parlais tout à l'heure dans une de mes vidéos, mais prenons par exemple, encore une fois, je continue sur mon exemple de la crypto ANKR. On voit quand même que depuis 2024, elle a quand même poussé très très fort. Elle a pris un plus 97% depuis ici, depuis le 18 novembre, c'est une crypto qui a pris plus 97%. Et donc derrière, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pris leur profit. Donc déjà, la vraie question, c'est pourquoi sur un 97%, les gens ne prennent pas leur profit? Moi, personnellement, sur un 97%, j'ai déjà pris 2 fois des profits. Une première fois à plus 25, une deuxième fois à 50%, j'ai déjà pris des profits. Mais ça, c'est à chacun, encore une fois, d'avoir la force mentale de se dire, c'est bon, j'ai des profits, je vais les sécuriser. Et c'est la partie la plus difficile. Et donc ça, peu importe qu'on ait un 5%, un 100% ou un 5000%, c'est la même psychologie à adopter, c'est-à-dire qu'il va falloir sortir de position à un moment donné. On a beau se dire oui, mais c'est le début du bull run, ça peut monter beaucoup plus haut, c'est vrai, mais justement, qu'est-ce qui nous empêche de prendre une partie de nos profits? Et donc en tout cas, si jamais effectivement on a pris nos profits à un moment donné, eh bien effectivement, on le sait, à un moment donné, il y aura forcément le bear market qui va arriver. Et donc, dans le bear market, vous le savez, on va retracer quasiment l'intégralité du mouvement, on va retomber quasiment sur le point de départ. Donc là, normalement, le but, c'est qu'avec les profits qu'on a gagnés sur le bull run, eh bien derrière, on a passé en stablecoin nos profits. Et donc justement, suite à la phase baissière bear market, on reviendra retester des niveaux clés très très bas. Et donc justement, avec tous les profits qu'on avait pu accumuler, on va pouvoir reprendre des positions après le bear market, justement dans la phase d'accumulation pour retenter le prochain cycle. C'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas, c'est comme ça la psychologie qu'il faut adopter pour gérer un cycle.
Sébastien, si on a des récompenses de staking en crypto et non en fiat, peut-on se passer de les déclarer? Eh non. Malheureusement pour toi, mais non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, pourquoi? Parce qu'en fait, le staking, c'est un cadeau. C'est comme si tu recevais un cadeau de la plateforme. Alors, même si c'est 3 centimes, c'est un cadeau que tu as eu, c'est un cadeau financier, donc tu dois déclarer. Et donc ça, peu importe que ce soit de l'euro ou de la crypto, c'est un cadeau. Donc là, c'est directement fiscalisé. C'est pas comme si, par exemple, tu avais pris une position sur une crypto et tu as eu des plus-values. Nous, pour le moment, en tout cas en France, on déclare nos plus-values qu'au moment où on convertit en euros. Là, pour l'instant, il n'y a que cette partie-là. Pour l'instant, on ne doit pas déclarer les plus-values latentes. C'est-à-dire qu'imaginons, on est sur une position avec 50% de profit et qu'on n'est pas sorti de position. Pour l'instant, on n'a pas à déclarer ça. Mais là, dans ton cas de figure de staking, eh bien, c'est exactement la même chose que si tu faisais un ordre de conversion en euros. Eh bien, c'est pareil. Tout ce que tu gagnes en staking, que ce soit de la crypto ou du fiat, il faut le déclarer. Et la partie qui est très compliquée, et c'est justement pour ça où je dis que la réglementation MiCA, elle est un petit peu naze, et elle n'est pas prête pour moi, elle est complètement pas mature, c'est qu'en fait, vous le savez si vous faites du staking, mais vous allez recevoir eh bien, des petites sommes d'argent tous les jours, même si c'est des 3 centimes, 5 centimes. Par exemple, moi j'avais mis 100 euros, je crois, sur un Launchpad, où je sais plus c'était lequel, et donc tous les jours, eh bien, je recevais, je sais plus, je recevais 20 centimes ou 15 centimes par jour. Et bien ça, en réalité, il faut le noter parce que chaque perception est fiscalisable. Et donc, du coup, à la fin de l'année, quand on fait la déclaration comptable, eh bien ça, du coup, c'est ce qu'on appelle des bénéfices non commerciaux, si je ne me trompe pas, mais s'il y a des personnes un peu plus calées sur le sujet, n'hésitez pas à mettre en commentaire de vidéo. Il me semble que ça doit se déclarer dans la section bénéfices non commerciaux. Et donc, du coup, là, il va falloir déclarer toutes ces plus-values crypto qu'on a gagnées avec le staking. Allez, on continue, mais avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez trader toutes les crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. N'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. On termine avec la dernière question. Sébasto, ah bah celle-là on l'avait déjà effectivement répondu. Dois-je déclarer tous les comptes, même ceux où j'ai 50 $ maximum en token? Eh bien, comme je disais tout à l'heure, oui, il faut le déclarer. Il faut déclarer toutes les plateformes d'échange sur lesquelles on a un compte. Je rappelle que si vous aussi, vous avez des questions, n'hésitez pas. En description de cette vidéo, vous avez un lien sur lequel vous allez arriver sur une interface où on vous demande votre pseudo et vous allez pouvoir écrire votre question. Et justement, si vous passez par cette interface, moi, je reçois votre question et je pourrai l'analyser dans une vidéo comme celle que vous regardez actuellement. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir ce type de vidéos régulièrement et des analyses techniques. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.